Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le Bon MJ. Aujourd'hui, je vous propose de parler du sujet qui fâche. J'ai envie de vous parler d'équilibrage dans Shadow Dark. Un mot, de toute façon, à chaque fois qu'on s'approche d'un nouveau jeu de rôle qui revient. J'ai l'impression que l'équilibrage, c'est un sujet qui crispe pas mal, notamment parce que dans le jeu vidéo, qui est le premier divertissement aujourd'hui sur le marché du divertissement, et ben la question de l'équilibrage revient tout le temps. Et un mot qui revient souvent, notamment de la part des joueurs de Donjons et Dragons, parce que c'est un sujet, en fait, l'équilibrage, qui revient énormément dans Donjons et Dragons 5e édition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent un problème, j'ai l'impression, vis-à-vis de Donjons et Dragons 5. Alors moi, je suis pas un grand joueur de Donjons et Dragons 5, mais je regarde énormément de vidéos sur Donjons et Dragons 5, 5e édition. Et voilà, il y a des gens qui disent « bah mon groupe, il est trop fort par rapport au monstre, mon groupe, il est pas assez fort, blablabla. Bla. » Et du coup, ça a l'air d'être une question vachement importante. Et elle est venue sur Shadow Dark, donc je pense qu'elle concerne principalement le combat, mais il y a d'autres facteurs, je pense, à prendre en compte qu'on va essayer de passer dessus. On va surtout parler d'équilibrage des combats dans Shadow Dark. Donc ce qu'on va voir au fur et à mesure, je pense, c'est que clairement, il y a une grosse différence dans la vision de l'équilibrage entre Shadow Dark et un jeu comme Donjons et Dragons 5e édition. Il n'est pas géré de la même façon, cet équilibrage, et les comportements induits ne sont pas les mêmes. Et on va aussi faire un petit comparo avec Pathfinder au passage. Donc, pour essayer de faire une vidéo à peu près digeste, je propose de commencer par By the Book, c'est-à-dire en passant dans le bouquin, voir ce qui nous parle d'équilibrage, ou en tout cas ce que j'ai repéré de très facile à repérer dans le bouquin qui parle d'équilibrage, parce qu'on peut chercher un peu partout à comparer les règles, et plus on joue, plus on se rend compte de comment les mécaniques fonctionnent. Mais là, on va vraiment passer par, j'ai envie de dire, les sections un peu qui concernent l'équilibrage, donc vraiment en restant sur le livre. Et ensuite, je vais essayer de développer la philosophie qu'il y a autour, comment moi je la comprends, les conseils que je pourrais vous donner vis-à-vis de ça, et pourquoi je vous donne ces conseils. Donc voilà, on est parti. Donc, commençons by the book. Hop là. Donc la première page que je voulais vous montrer par rapport à l'équilibrage, c'est la page qui s'appelle Sur l'équilibrage, littéralement. Donc je vous traduis et je vous résume un peu ce qui est écrit ici. L'auteur nous dit, dans ce livre, plusieurs fois, vous allez voir des mots comme typical, c'est-à-dire standard, classique, le trésor typique que tel groupe devrait trouver, en moyenne, un monstre de niveau machin, qu'est-ce qu'il devrait avoir comme statistique, etc., etc. Mais typical et average ne sont pas nos objectifs. On nous dit clairement, l'objectif, et d'ailleurs c'est le titre de cette section, c'est d'être imprévisible. Ça recoupe un petit peu avec la vidéo que j'ai faite sur l'émotion. Si vous voulez aller voir, elle date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Je pense que si on veut un jeu intéressant, il faut qu'il y ait des énormes dangers, tout comme des dangers moins importants, des super grosses récompenses derrière les énormes dangers, des récompenses moins importantes derrière les dangers gentils, mais qu'on n'est pas en train de chercher à former. Vous voyez, l'auteur va dans ce sens aussi. Une courbe nickel, moyenne de difficulté, etc. Pas du tout. Ça, déjà, c'est important à prendre en compte, puisque on nous dit ces nombres et calibrations sont là uniquement pour, en gros, vous donner un point de départ, pour que vous compreniez un peu mieux les mathématiques derrière le jeu, entre guillemets, pour que vous qui ne faites pas forcément confiance aux règles, finalement, pour être équilibré, eh bien, vous puissiez avoir une grille de lecture par rapport à ça, en fait, tout simplement. Si je n'explique pas comment mes monstres sont conçus, c'est vrai que je peux questionner éternellement comment l'auteur a décidé de créer ces monstres, et le jour où j'ai envie de créer mes propres monstres, bah, j'aimerais bien avoir un peu de grain à moudre. Donc c'est pour ça qu'il y a ces informations-là, mais en soi, ce qu'on essaie de nous dire, c'est que l'intention derrière n'était pas de proposer au maître du jeu de faire que des créations équilibrées, de respecter une forme d'équilibre, comme on pourrait l'avoir par exemple dans Donjons et Dragons 5e édition, où en fait on a un système qui nous est proposé pour créer des rencontres équilibrées et des successions de rencontres, un nombre de rencontres par jour, tout ce genre de choses, et qui finalement s'avère être défaillant, j'ai l'impression. Encore une fois, chacun verra midi à sa porte. Moi, je joue pas à Donjons et Dragons 5e édition, je regarde des vidéos dessus, et il y a souvent ce débat-là qui revient. Apparemment, le système est défaillant. Sur un jeu comme Pathfinder 2e édition, par exemple, on a aussi tout un truc d'équilibrage qui apparemment est beaucoup plus fiable, mais qui n'a pas non plus le même objectif, on va le voir, que dans Shadow Dark. Donc là, voilà, les chiffres qui nous sont donnés dans le jeu sont pas là pour nous mettre dans un mindset « Ok, je vais préparer toutes les rencontres de ma prochaine partie et faire en sorte qu'elles soient équilibrées ». Pas du tout. C'est juste pour qu'on ait une grille de lecture. Une fois qu'on comprend un peu les maths derrière et qu'on a compris que l'objectif, c'est de créer des contrastes, qu'il y ait des choses qui soient faciles et des choses qui soient difficiles dans ce monde, et ce peu importe le niveau, en fait, le but, c'est que ce soit unpredictable. Alors, unpredictable, on va voir que le but, c'est pas que on sache pas du tout ce à quoi on a affaire avec les deux colonnes, la colonne d'à côté, mais chaque chose en son temps. On nous précise aussi
que si les joueurs pensent qu'ils peuvent gagner tous les combats, ils ne vont pas ressentir de peur. Et donc, ils ne seront pas prudents. Et donc, ils ne vont pas utiliser leur ruse et réfléchir avant de s'engager dans une rencontre. Si tous les trésors sont similaires en termes de valeur, il n'y aura pas de trophée épique, moins de motivation à poursuivre ces trophées. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'à l'inverse, il vaudrait mieux parsemer le monde de dangers plus ou moins redoutables et de trésors plus ou moins géniaux. Et comme ça, on va avoir envie d'explorer et les plus grandes victoires seront remportées grâce aux dangers, aux risques qu'on aura pris et aux plans qu'on aura mis en place pour obtenir ces choses. Pas parce que c'était prévu qu'on les récupère, que ça a été mis devant nous et qu'on a fait un équilibrage qui nous a permis de l'obtenir en fait. Ces chiffres, par contre, ils vont quand même nous être utiles parce que sinon, on les aurait pas écrits. Hein. C'est pour télégrapher le danger et faire en sorte que les choix comptent. Donc télégrapher le danger, qu'est-ce que ça veut dire? Si on enlève la prédictibilité, c'est-à-dire si moi je sais que mon MJ il n'a pas prévu des rencontres spécialement calibrées pour que je les gagne et des trésors spécialement calibrés pour que je les obtienne, il va falloir un ingrédient pour remplacer, c'est comme ça que c'est formulé, télégrapher le danger. Donc ça veut dire que les dangers ne doivent pas être des secrets, on va pas cacher les monstres, on va donner des indices pour que, avant que le monstre ne nous tombe sur le coin de la gueule, on ait eu une chance de se dire non, il faut pas qu'on aille par là, ça a l'air dangereux. Le seul moment où voilà, les PJ vont récolter comment dire, qui sème le vent récolte la tempête, vous voyez. Le seul moment où vous allez attaquer entre guillemets les PJ et puis c'est tout. C'est si justement ils sont pas prudents parce qu'un des comportements qu'on essaie d'induire en fait, c'est de faire des choix. Si ils ne prennent pas en considération les informations que vous leur envoyez, bah là, le monstre attaque. Voilà, ils avaient été prévenus. Exemple, si les personnages arrivent près de la cave de la Manticore, on peut décrire des crânes brisés, des os, l'odeur de la chair en décomposition, le silence des oiseaux, pour créer cette tension, se dire « Oula, on arrive dans un endroit où ça déconne pas ». Et donc ça alerte les joueurs sur le fait qu'ils vont essayer justement de récupérer plus d'informations, peut-être commencer à dire on avance discrètement, peut-être décider de faire demi-tour. Il y a un truc qui est pas dit là, mais que moi j'ajouterais, c'est d'aussi faire en sorte que la fuite soit toujours une option relativement simple, c'est-à-dire pas conditionner la fuite à une cinquantaine de jets de dés ultra difficiles, etc., tant que la fiction n'exige pas le contraire. Si effectivement vos joueurs entrent dans un truc, si vos joueurs entrent par exemple dans la grotte de la Manticore, que vous dites ok, la Manticore, elle met des gros coups et tout commence à s'effondrer. Dans un tour, la sortie de la caverne va être ensevelie par des pierres. Qu'est-ce que vous faites? Et que vos joueurs décident de rester. À partir de ce moment-là, effectivement, ils n'ont plus d'option de fuite, mais vous avez laissé un tour pour prendre la décision, pour que les joueurs ils aient un vrai choix qui est est-ce qu'on reste, on essaie de l'affronter? Est-ce qu'on ne se barrerait pas maintenant, en fait? Parce que là, le combat est déjà mal engagé, vous voyez? Donc ça va être quelque chose. Fuir ou pas fuir? Vous pouvez contraindre au bout d'un moment et dire vous pouvez plus fuir, mais il faut qu'on ait eu l'option avant de fuir ou non. Et tant qu'il n'y a pas de raison dans la fiction, par exemple, on n'est pas dans une pièce complètement verrouillée, etc., je pense qu'il ne faut pas trop insister sur, par exemple, un système de course-poursuite ou je sais pas quoi. Moi, honnêtement, je laisserai la capacité à mes joueurs à fuir, parce que si vous regardez la Shadow March, par exemple, clairement, les joueurs, des fois, il y a des dangers qui leur tombent sur le coin de la gueule. Moi, ça me dérange pas de temps en temps de mettre une petite embuscade ou un événement auquel on s'attendait pas. Le dragon arrive, qu'est-ce que vous faites? Et dans ces moments-là, on peut se dire, ok, on l'avait pas vu arriver, et donc dans ces cas-là, j'arbitrerai personnellement que la fuite reste relativement simple. On peut faire le choix courageux de rester. Le dragon a été décrit comme un truc ultra dangereux. Par contre, si on choisit de fuir, ça doit pas être trop difficile. Et même au milieu du combat, j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas une raison dans la fiction qui fait qu'on peut pas fuir, si les joueurs ils me disent « Ok, on essaye de tous se barrer là maintenant », je leur ferai peut-être faire tous un petit jet de dés quand même pour voir s'ils s'échappent, mais pas un jet de dés genre difficulté ultra difficile, vous voyez. Donc ça, c'est mon petit bonus, je dirais. Télégrapher le danger et faire que la fuite soit toujours une option. Sachant que la fuite aura des conséquences, que chacun de ses choix d'ailleurs aura des conséquences. Si je décide de ne pas entrer dans la grotte de la Manticore, et ben la Manticore elle va continuer de sévir dans la région et de faire le mal autour d'elle. Si je décide de ne pas affronter ce monstre, de me retirer, de me dire c'est pas pour nous ça les gars, on n'est pas prêts, que je vais chercher de l'équipement ailleurs et tout, le dragon continue de dévaster la région en attendant, ce qui fait que le choix reste important. C'est pas genre juste je fuis et du coup il y a aucune conséquence derrière. Mais en gros, les conséquences sur la mortalité des joueurs, les conséquences qui pourraient entraîner la mort des joueurs, selon moi, c'est là où l'outil télégrapher le danger est vraiment important. Et si on termine cette page, c'est écrit Choices matter, donc les choix comptent. Un choix entre deux options identiques, quelle porte voulez-vous prendre, gauche ou droite, n'est pas un choix très intéressant, et n'est même pas vraiment un choix. Encore plus si derrière ces deux portes, vous avez mis la même chose. Donc ces deux portes devraient avoir des détails qui laissent penser à des choses différentes de chaque côté. Si j'ai une porte qui est lourdement verrouillée,
on peut se dire qu'il y a quelque chose de très précieux ou de très dangereux caché derrière. Si j'ai une porte qui tient à peine, on peut se dire qu'elle a été défoncée par quelque chose ou qu'elle cache pas quelque chose de très dangereux ni de très précieux. Et du coup, ça nous donne des vrais choix. C'est un peu la même idée avec le danger. Si la grotte devant, il y a des cadavres et tout, je sais que c'est dangereux. Si à côté, il y a un petit sentier qui a l'air sympathique, mais qui va être plus long et qui va nous faire perdre du temps, bon, bah voilà, là j'ai deux choix. Les joueurs ont besoin de moyens de récupérer des informations, c'est-à-dire que en gros, tant que vos joueurs sont curieux et posent des questions, la plupart du temps, vous allez leur donner les réponses, sauf si vous considérez que vraiment là, la réponse, il y a quasiment aucune chance qu'il l'ait en l'état. Un des comportements que tout ça, là, tout ce dont on parle, doit provoquer, c'est la curiosité, en fait, finalement. C'est le fait de poser des questions. Et si vous faites de la rétention d'informations, on va poser de moins en moins de questions. C'est logique. Parce que quand on pose une question et qu'en termes de feedback, on a « tu sais pas », tout le temps, au bout d'un moment, on ne pose plus de questions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà un petit peu une question sur l'équilibre. Maintenant, on va regarder un autre truc, c'est Not the Enemy. Alors, je commence par lire le truc, ensuite je vais vous donner mon avis. Arbitre neutre, vous n'êtes pas l'ennemi des joueurs. Vous essayez de dépeindre un monde tel qu'il est, vous jetez les dés devant eux et vous laissez les joueurs se mettre eux-mêmes dans les problèmes. Le jeu a plusieurs mécaniques qui servent à tenter les joueurs dans le sens de la prise de risque. Les rencontres aléatoires, les joueurs décident de rester plus longtemps quelque part, de prendre leur temps. Eh bien, il peut y avoir des monstres qui vont arriver. Donc ça les pousse à faire des choix rapides parce que ils sont dans une zone dangereuse. Plus ils attendent, plus ils ont de chances que des monstres leur tombent sur le coin de la gueule. Il y a le temps qui s'écoule avec les torches qui peuvent s'éteindre. Il y a des enjeux de choix qui vont être tout simplement dans la gestion des ressources et de l'équipement. Et la tentation des trésors et de l'XP devrait, la plupart du temps, être un moteur pour les joueurs. Donc ça veut dire que vous, en gros, en fait, à chaque fois, vous posez la situation. C'est ce dont on parlait dans plein de vidéos récentes. Vous posez des situations, des nouvelles situations. Vous pouvez les faire évoluer sans faire forcément des random encounters. Moi, je m'en sers pas tellement des rencontres aléatoires. Je m'en sers de temps en temps. J'y vais un peu plus au feeling. Mais la plupart du temps, je laisse un temps de réflexion aux joueurs. Et puis, c'est si ils mettent juste... ils passent beaucoup de temps dans une pièce, hop, je vais créer un événement, un truc comme ça. Mais je leur envoie pas en permanence, en fait, des trucs dans la tronche qu'ils sont obligés de gérer. La plupart des horloges, d'ailleurs, de ma campagne au global sont relativement longues. Je pense même les allonger un peu actuellement. À cette date, nous sommes le 17 octobre. Quand vous verrez cette vidéo, ça fera longtemps que je l'aurai filmé. Voilà, c'est un truc auquel je réfléchis. Pour en fait... ne pas leur mettre tout le temps la pression pour justement qu'ils aient la possibilité de faire des choix qui ne jouent pas que en réaction à ce que je fais. Et en ce moment, ouais, c'est une des questions que je me pose, c'est l'équilibre entre ce que je pousse et ce que je pousse pas, quoi. Mais bref. Ensuite, à propos de la mort des personnages, en gros, je vous la fais simple, on nous dit la mort des personnages est un des éléments du jeu, c'est un jeu où les personnages peuvent mourir. Voilà. Mais la phrase à retenir, je pense, c'est surtout quand un personnage meurt à cause d'une de ses décisions et que ça fait sens, tout le monde va le ressentir comme juste autour de la table. Et ça, c'est un peu une de vos guidelines, en fait, finalement. Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui soit particulièrement pas sur la même longueur d'onde avec vous sur ce qui est juste et injuste, la plupart du temps, ça va nécessiter des ajustements entre chaque partie, etc. On va pouvoir calibrer, en fait, ce qui nous semble juste injuste. Et en fait, on ne veut pas exclure la mort du jeu. C'est une de ses composantes. On veut qu'elle soit ressentie juste autour de la table. C'est pour ça que moi, à la fin d'une session où les joueurs vont... Un personnage risque de mourir, est presque mort, ou alors tout le groupe est en danger, et ben ça va sûrement être un des sujets de conversation en post-partie. Est-ce que vous avez trouvé que la situation était juste? Est-ce que, voilà, on en parle, en fait, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. On n'essaye pas de tout contrôler, soit en tant que MJ, on en fait un sujet autour de la table, et grâce au fait qu'on télégraphe qu'on donne des informations, qu'on s'efforce de faire en sorte que chacun des choix soit des vrais choix, qu'on ne trompe pas les joueurs, ça va être beaucoup plus simple de parler de ces sujets-là. Parce que à partir du moment où vos joueurs ils découvrent que vous trichez avec les dés, qu'ils ouvrent la porte de gauche ou la porte de droite, ils tombent sur la même chose, que ceci, cela, en fait, petit à petit, ce que ça va faire, c'est qu'ils vont se rendre compte que tous leurs choix sont moins importants, et donc ils vont se rendre compte que c'est vous qui, en fait, décidez plus ou moins de chaque monstre qu'ils vont avoir affronté, qui décidez de chaque difficulté, qui décidez de chaque machin, et donc, en fait, toute la responsabilité de cet équilibrage et le fait d'être juste ou non va retomber sur vous. Vous voyez ce que je veux dire? Vu que les joueurs font des faux choix, et que leurs jets de dés sont faux, en fait, et que vos jets de dés sont faux, si vous trichez, entre guillemets, c'est vous qui décidez de porter toute la responsabilité de ce qui est difficile, facile, de quand est-ce qu'on doit réussir, pas réussir, de est-ce que ce combat, il est dur, etc. Et en fait, je trouve que c'est hyper lourd à porter. Il vaut mieux être ultra transparent, comme ça on part tous avec les mêmes bases pour discuter.
et faire confiance aux dés, comme ça on sait que quand on jette les dés, en fait, il n'y a pas d'ambiguïté sur les résultats. Donc ça, c'était un peu les deux petites pages. Alors oui, il y avait un petit truc que je voulais ajouter avant qu'on passe à la suite. Juste après, on va plutôt parler des monstres, des profils et vraiment des chiffres de l'équilibrage. Le petit truc dont je voulais parler, c'est que moi, Not the Enemy, je l'interprète un petit peu différemment. Effectivement, en fait, moi, j'essaie d'être neutre. Mais quand je joue les monstres, personnellement, à partir du moment où le combat est démarré, d'une certaine manière, pour être neutre, je dois jouer l'ennemi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, en tant que MJ, je suis pas l'ennemi des PJ, le monde n'est pas conçu pour les tuer. Par contre, quand ils sont en combat contre quelque chose, à partir de ce moment-là, j'essaye de jouer les monstres comme leurs ennemis, comme vraiment ils se comporteraient et ils essaieraient de vaincre les PJ jusqu'à ce qu'ils doivent fuir, etc. Mais on joue sur les mots, honnêtement. Mais je voulais juste dire ça. Donc on va commencer à parler un petit peu des chiffres, mais avant ça, je voulais passer vite fait sur... C'est où? Sur les stats et sur les chiffres au-delà des chiffres de monstres, sur, on va dire, la range mathématique du jeu. Ce qu'il faut bien comprendre, si je me trompe pas, c'est que la créature qui a la plus grosse classe d'armure dans le jeu, c'est la Tarrasque de mémoire. Il y en a peut-être d'autres, mais en fait, j'ai pas vraiment vérifié. Je suis juste allé voir la Tarrasque en me disant ça doit être un des monstres les plus forts du jeu, a priori. Elle a comme classe d'armure 22, ce qui est très très bas par rapport à Pathfinder, ce qui est très très bas par rapport à la 5e édition de Donjons et Dragons, où enfin très très bas. Les plus grosses CA dans Donjons, je crois que c'est autour des 25, et dans Pathfinder, je pense que ça peut monter encore plus, ça peut encore plus grimper. Et pareil pour les points de vie de la Tarrasque, c'est 140. Si on prend le dragon que moi, dans ma campagne, les PJ ont rencontré assez tôt, alors qu'ils étaient niveau 3, ce dragon, il avait 18 de classe d'armure et 80 points de vie. Donc vous voyez qu'en fait, le monstre en soi, il peut être touché par un personnage de niveau 1, par exemple. Alors, la Tarrasque, non, à moins que vous fassiez des coups critiques ou que vous ayez au moins un plus 2, puisque ça c'est de 22, il faudrait faire 20 plus 2, vous me suivez. Le dragon, par exemple, même un personnage qui a moins 1 dans une caractéristique, potentiellement, dès le niveau 1, il peut le toucher. Donc ce que ça montre, c'est que déjà, il n'y a pas comme dans Pathfinder 2, ça c'est un truc à bien capter, c'est pas ultra strict. C'est-à-dire que dans Pathfinder 2, de ce que je me souviens en ayant feuilleté le bestiaire, vous avez intérêt à faire vraiment très attention à l'équilibrage, d'une certaine manière. Parce que les écarts entre les créatures et les niveaux des joueurs et tout, ça peut être vraiment drastique. Là, c'est moins le cas. Donc ça, c'est déjà une chose à prendre en compte. Ensuite, une deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'on n'a pas une accumulation de capacités spéciales dans Shadow Dark. C'est beaucoup plus limité. Et donc, c'est beaucoup plus simple, ça c'est assez important, de suivre les stats de vos PJ et de vous faire une idée de quel pourcentage de chance mon PJ a de chance de toucher ce monstre. Vous prenez la fiche de personnage de votre guerrier, vous regardez combien il a en force, s'il a la Weapon Mastery, et puis vous dites, ça va très vite en fait de comparer deux profils pour se dire, ah lui, il aurait quand même beaucoup de chances de toucher lui et tout. Vu que c'est très simple, ça c'est quand même pratique. Ce qui me fait me dire qu'avant même qu'on enchaîne sur les profils de monstres, à l'instinct, très facilement, en fait, vous pouvez vous contenter, je pense, quand vous voulez créer un nouveau monstre, etc., plutôt que de vous prendre la tête, de prendre un monstre qui ressemble à peu près à ce que vous voulez faire, changer 2-3 bidules, et ça sera très bien, si vous voyez ce que je veux dire. Un autre truc à prendre en compte, vite fait, toujours dans la même idée, c'est que lorsque vous faites vous choisissez la difficulté, en tant que MJ, pour les jets de dés, la difficulté des jets de dés qu'on suggère, elle est comprise entre facile, difficulté 9, extrême, difficulté 18. Ça vous montre bien qu'un personnage niveau 1 avec de la chance, il peut réussir des trucs extrêmes, et un personnage et que la difficulté maximum entre guillemets prévue par le jeu, c'est extrême. Donc après, vous pouvez jouer, etc. si vous voulez, et ça vous montre qu'en fait, on n'a pas un énorme spectre de difficultés, et que du coup, le jeu, il faut le comprendre assez tôt, je pense, il est basé entre guillemets sur le hasard. Vraiment, il n'est pas du tout basé sur les builds, il est basé sur le hasard. Et un des principaux trucs que vos joueurs vont essayer de faire, c'est essayer de vous convaincre, vous, en tant que MJ, de leur stratégie. Et on y viendra tout à la fin. Les joueurs, en fait, leur but ici, dans ce genre de jeu, c'est d'essayer de jeter le moins possible les dés en faisant les plans les plus inventifs possibles. C'est pas de regarder la feuille de personnage et d'utiliser les capacités adéquates au bon moment. C'est pas ça. Ça change pas mal de choses. Bon, on va aller voir un peu les 2-3 monstres, vite fait, pour que je vous montre, et ensuite on verra les conseils pour créer des monstres. Je reprends mon dragon de feu, là. Mon dragon de feu, vous voyez, qu'est-ce qu'on a comme information, ici? On a classe d'armure 18, donc accessible avec un peu de chance, à un personnage niveau 1, et un guerrier qui a eu pas mal de chance, honnêtement, il peut commencer la partie en tapant à, plus 4, voire plus 5. Donc il a quand même une chance sur... 2 chances sur 5, on va dire, une chance sur 4, 2 chances sur 5 de toucher le dragon de feu niveau 17. Parce que ici, on a un niveau, c'est 17. Ensuite, en termes de points de vie, comme il y a moins de bonus aux dégâts, il n'y a pas les modificateurs de force, etc., qui s'ajoutent à vos dégâts et tout, en fait, les dégâts sont assez swingy, assez aléatoires.
si je suis un guerrier, enfin, juste si j'attaque avec une épée à deux mains, je fais 1 des 12 de dégâts. Donc mes dégâts vont entre 1 et 12. Donc vous voyez bien que le combat sera pas du tout le même si je me tape plusieurs 12 d'affilée ou si je me tape plusieurs 1 d'affilée. Néanmoins, si j'ai beaucoup de chance, là, le dragon, virtuellement, on va dire qu'un guerrier pourrait, s'il a beaucoup de chance, tuer le dragon rouge alors qu'il est niveau 1 en 5 rounds. Donc ça, c'est une chose à prendre en compte. Les points de vie sont très bas, les classes d'armure sont accessibles, et ça, c'est pour la simple et bonne raison qu'on veut que les combats soient relativement rapides. Mais ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que le dragon, il attaque 4 fois à plus 11 en faisant 2 des 12 de dégâts. Donc par contre, le dragon, dès lors qu'il vous frappe, il y a énormément de chances qu'il vous touche et qu'il vous éclate. Mais il a quand même des chances de vous rater. Enfin, honnêtement, il a très peu de chances de vous rater quand même. Si vous n'avez pas une armure, il y a très très peu de chances de vous rater. Mais à partir du moment où vous commencez à avoir une petite maille, un petit truc, voilà, le dragon, c'est pas sûr qu'il vous touche à tous les coups, honnêtement. Et il vous fait 2 des 12 de dégâts. Donc peut-être il va faire 2 de dégâts. Hein. Il va peut-être faire 24 de dégâts aussi. Mais voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup d'aléatoires. Donc, j'essaierai pas de trop prédire les trucs. Et en fait, je pense qu'il faut embrasser le hasard. C'est-à-dire, si vos PJ tuent un dragon rouge au début de la campagne, c'est ouf, mais c'est pas la fin du monde. Et c'est aussi là que l'aspect bac à sable va être important. Parce que si vous aviez prévu que votre campagne, le but ultime, c'est de tuer le dragon rouge, etc., parce que c'est le boss final, sachez qu'il peut mourir assez vite. Donc en fait, je pense que vraiment, il faut pas penser en termes de boss final ou de trucs comme ça. Mettez des monstres très très forts partout qui font partie de factions différentes. Et puis si vos joueurs assez vite dans la campagne, ils tuent le dragon rouge, ils décident que c'est leur principal objectif, ils font tout pour ça. Ils étaient pas forcément prêts, mais finalement ils ont eu de la chance et ils l'ont eu. Bon, bah ça crée un vide dans le pouvoir. Et il y a une autre menace qui va arriver après le dragon rouge. Et c'est comme ça que votre campagne avance de manière pas cassable. Si vous voulez pas que les PJ tuent le dragon rouge, créez 1 milliard d'épreuves pour arriver avant à surmonter avant d'atteindre le dragon rouge. Mettez-le en plein milieu d'un donjon où il y a des kilomètres de salles à traverser avant de le rencontrer. Bon, je dis ça, mais honnêtement, c'est pas parce que c'est possible que c'est facile. Si je pense pas, par exemple, que là, si mes PJ dans la partie que je vais jouer ce soir décident de se retourner et d'affronter le dragon rouge, ils vont l'emporter. Les chances sont extrêmement faibles. Et voilà, c'était pour montrer un peu comment fonctionnent les chiffres et l'aléa. Maintenant, on va aller voir vite fait ce qui est proposé par le jeu pour créer les monstres. Donc, les attributs des monstres. Ils ont à peu près le même fonctionnement que vos PJ. Ils ont des modificateurs de stats, ils ont des capacités spéciales, du déplacement, enfin. Ils ont les trucs de base. Le seul truc vraiment à retenir ici, sur cette page, c'est que les points de vie des monstres sont calculés en lançant des D8. Donc en fait, le monstre a un niveau, c'est le LV, c'est le level. Et ce niveau, en fait, détermine son nombre de dés de vie. Et les dés de vie, c'est des D8. Donc un dragon rouge, il est niveau 17, et ben il a 17 D8 points de vie, plus son modificateur de constitution. Et vous allez voir que dans le bouquin, la plupart du temps, il me semble, hein, c'est la valeur moyenne qui a été utilisée. Moi, je trouve que c'est plus simple. Donc, la valeur moyenne, c'est 5, tout simplement. Hein, si je fais 17 x 5 pour le dragon rouge. 17 x 5, ça fait 85. Ouais, c'est à peu près ça. Le dragon, il a 80 points de vie, vous voyez. Et 17 x 5, ça fait 85. Ça, c'est un peu modifié par son rôle. On va le voir après, parce qu'un peu à la manière d'un DD4 ou d'un Five Torches Deep, on nous propose des rôles. Ou comme dans Flea Monsters, le bestiaire qu'a sorti Matt Colville. Bref, on va y revenir. Donc là, ensuite, on a une table de Monster Generator. Donc ça, c'est pour générer aléatoirement des monstres. On va pas s'attarder trop dessus. Vous voyez juste qu'ici, on va plutôt avancer. Et je pense qu'on va aller dans Designing Monsters pour voir un petit peu ce que l'auteur nous présente. Donc déjà, il y a les Combat Rolls. Donc les Combat Rolls, ça permet d'ajuster les monstres. Bien sûr, si vous avez un monstre de niveau 17, a priori, voilà, on vous dit, le monstre de niveau 17, il va avoir 85 points de vie, etc., etc. Maintenant, vous voulez peut-être un peu l'ajuster. Et donc, pour l'ajuster, on vous propose des rôles. Si c'est un MOOC, c'est-à-dire un truc qui doit mourir très très vite, eh ben on veut on vous dit pas beaucoup de dégâts, pas beaucoup de points de vie, pas beaucoup de classes d'armure, pas d'attaque bonus, rien. Et vous en mettez plein. Ça, c'est les mignons. Si vous voulez faire un soldat, il doit avoir des dégâts moyens à peu près pour son niveau. En fait, il doit être moyen partout. Si vous voulez un striker, donc c'est quelqu'un qui fait très mal, vous lui mettez des gros dégâts et beaucoup de chances de toucher. Par contre, pas beaucoup de points de vie et d'armure. C'est un glass cannon, entre guillemets. C'est un truc, il faut l'éliminer rapidement parce qu'il fait beaucoup de dégâts, mais il est facile à tuer. Si vous voulez un tank, vous lui mettez des dégâts moyens. Par contre, gros points de vie, grosse classe d'armure. Si vous voulez un contrôleur, vous lui mettez des capacités pour X. Si vous voulez un truc légendaire, vous voyez, on vous décrit comment, en fait, à partir de la moyenne du niveau, vous pouvez faire des petites altérations. Vous voyez, c'est pas décrit au centimètre près, parce que ça servira à rien, parce que les résultats des dés vont compter pas mal, en fait, honnêtement, par rapport au nombre. On vous dit
comparé avec des monstres qui servent d'outils de mesure. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup dans le old school. Souvent, les gens ils disent, quand tu fais un monstre aléatoire, tu prends un e-bourse, tu prends un owlbear, et voilà, c'est ton monstre. Et là, c'est un peu la même idée. Si tu veux créer un monstre qui est... dans ta tête, tu dis, ouais, c'est un peu comme un éléphant, mais en plus rapide, tu vas avoir le profil d'un éléphant, tu changes 2-3 trucs, et t'es bon. Et honnêtement, c'est la méthode que j'appliquerai. Donc peut-être qu'il y en a certains, ça leur fait grincer des dents, mais du coup, je pense que si ça vous fait grincer des dents, Shadow Dark n'est absolument pas un jeu pour vous. En fait, il vaut mieux que vous vous dirigez vers des jeux où les chiffres ont une méga importance, le build a une méga importance. Là, c'est pas le cas. Après, je veux pas vous décourager de jouer à Shadow Dark. Au contraire, j'essaie de vous montrer que moi, je trouve ça cool et que je trouve ça plus simple. Mais si ça vous intéresse pas du tout, voilà, les outils que je vous montre, ils sont là, quoi. Ensuite, on vous précise un petit truc, c'est qu'au niveau du mouvement, il faut pas que la plupart du temps, les monstres aient la capacité de se déplacer loin. Parce que, on entre un peu dans les détails, je pense que je pousse trop. Mais les distances sont mesurées de corps à corps, près et loin. Et c'est tout. Et en fait, loin, c'est considéré à portée de champ de vision. Donc si vous voulez un monstre plus rapide, il va se déplacer de 2 fois près, en fait. Nier, vous voyez, c'est une sorte de mesure abstraite, genre, je sais pas, ça c'est comme la banane dans Index Card RPG. Vous prenez une banane ou alors vous prenez un stylo à votre table, vous dites, bah voilà, ce stylo, c'est la portée près, proche. Donc les personnages, dans un tour, ils peuvent se déplacer sur une distance qui est proche. Donc voilà, mon personnage, il est là, il peut faire ça. S'il passe tout son tour à courir, peut-être il peut faire 2 fois ça, hop. Et vos monstres, c'est un peu pareil, vous voyez. Vous mettez pas des trucs en mètres et tout, vous n'avez pas besoin de jouer avec un quadrillage. Si vous voulez un monstre rapide, vous dites que dans son tour, il peut se déplacer de 2 fois la distance proche, et puis c'est très très bien. Ensuite, on vous donne une idée de la dangerosité par niveau aussi. Donc un niveau 0 à 3, c'est quelque chose de faible, qui aura des trésors assez pauvres, qui sera un challenge pour des novices. Le niveau 4 à 6, risqué. Le niveau 7 à 9, dangereux. Niveau 10+, c'est mighty, unique. C'est une créature qui est fabuleuse, qui doit être marquante, qui peut être un challenge même pour les meilleurs personnages. Pour l'attaque bonus, eh ben, c'est plutôt simple. On vous dit juste de regarder la caractéristique utilisée, comme pour les PJ. À part le guerrier, on l'a vu dans les vidéos sur les classes, les gens, en fait, ils jettent un des 20 plus leur force. Ce qui peut vous dire qu'en dehors du guerrier, qui est le spécialiste du combat, la plupart de vos PJ vont jamais avoir plus de +4 pour toucher, vous voyez. Ça aussi, c'est un truc à garder en tête. +4, c'est la meilleure stat, quoi. Et donc, si votre monstre, eh ben, il a 18 de force, il aura +4 pour toucher, tout bêtement. Et après, vous pouvez ajuster ça avec le rôle. Vous dites, ouais, mais ce monstre-là, quand même, il doit vraiment toucher, quoi. Il est ultra précis et tout. Bah, vous le faites passer à +5. Vous voyez, vous pouvez faire comme ça. Pour les dégâts, on a une petite range de dégâts. Les dégâts de niveau 0 à 3, c'est D4, D6. De niveau 4 à 6, c'est D6, D8. De niveau 7 à 9, c'est D8, D10. Et de niveau 10, c'est D12 ou plusieurs dés, etc. En sachant que mathématiquement, si vous jetez plusieurs dés, vous aurez un meilleur score. Par exemple, vous avez forcément un meilleur score a priori avec 2 D6 plutôt qu'avec un D12. Parce que les 2 D6 au minimum, ils vont faire 2, alors que le D12, il va faire 1. Donc mathématiquement, plus vous mettez de jet de dés, plus ça va créer une moyenne de dégâts, quoi. Ensuite, pour les talents de monstres, on vous dit, bah, créez-en entre 0 et 3, c'est suffisant. Si vous voulez mettre des capacités spéciales un petit peu, mettez-en entre 0 et 3, ça suffit à créer une identité au monstre. Vous êtes sûr de pas oublier de les utiliser parce qu'il y en a pas trop. Et vous pouvez vous inspirer, en fait, de toutes les capacités qu'il y a sur tout le bestiaire, parce qu'il y a un immense bestiaire. J'avais oublié de le dire, mais juste dans le livre de base, vous voyez ici à gauche, tout ça là, c'est des monstres. Donc il y a vraiment beaucoup de monstres rien que dans le livre de base, donc ça peut vous donner plein d'inspiration. Quand je vous dis, vous allez vous baser sur ce que propose le bouquin est plein d'exemples, c'est ça qui est bien. Parce que des fois, il y a des jeux, ils vous disent, oui, faites à votre sauce, et il y a genre un bandit et une vache un peu vénère, genre un minotaure. Ensuite, combien de monstres? Ça, c'est la grande question aussi. Et ben en fait, c'est sur une base 1-1. Donc c'est-à-dire que sans se prendre la tête, vous regardez le petit tableau qui est ici, et vous dites, bah voilà, j'ai un groupe de 4 joueurs, ils sont niveau 2, donc la moyenne, là c'est average, donc c'est la moyenne de niveau du groupe c'est 2, et ben je vais mettre 2 monstres niveau 1. Voilà, ça c'est le rapport 1-1. Si par exemple, là je suis mon groupe il est passé niveau 4, ou on va dire 5 par exemple, le niveau moyen de mon groupe c'est 5, toujours 4 personnages, et ben je vais pouvoir mettre 4 monstres de niveau 3 en moyenne. Voilà, pour un truc à peu près équilibré. Mais encore une fois, le plus important, c'est de se souvenir de ce qu'on a dit au tout début. Hein. C'est que l'équilibre n'est pas recherché, en fait. Puisqu'on ne sait pas quels monstres nos PJ vont attaquer. Et on doit tout de suite l'expliciter, en fait, à la table. Les combats ne sont pas prévus pour que vous les fassiez, forcément. Et je vous enverrai des signaux quand ce sera chaud. Et ce sera à vous de choisir si vous êtes prêt pour ce combat qui est chaud ou pas. Donc on va lire entièrement ce petit exemple et ensuite on bouclera, je pense, sur les trucs en plus que j'avais envie de dire. Donc combien de monstres? La table permet de savoir ce que devrait être le niveau d'un monstre quand il y a autant de monstres que de personnages. C'est-à-dire quand l'économie d'action est la même.
Parce que ça, c'est un truc important en équilibrage, c'est que même si vous mettez un monstre fort, s'il est tout seul, il a plus de chances, enfin, il est beaucoup plus faible que 4 monstres moins forts, parce qu'ils vont jouer plus de fois dans le tour, en fait. Donc plus vous avez de monstres, plus c'est dangereux. Ça aussi, c'est un bon truc à garder en tête. Peut-être que 30 kobolds vont être plus dangereux que le dragon tout seul pour des personnages de niveau 5, par exemple. Alors que les kobolds, normalement, ils sont censés être méga nuls. En fait, ils vont attaquer 30 fois, alors que le dragon, il va peut-être attaquer 4 fois. Donc vous pouvez combiner ces niveaux entre différentes quantités de monstres. Par exemple, un groupe de 4 personnages de niveau 4 pourrait faire face à un total cumulé de 12 niveaux de monstres. C'est ce qu'on expliquait. Si j'ai 4 personnages, si je regarde mon tableau ici, ces 4 personnages pourraient avoir en face de 4 monstres de niveau 3. Si on additionne les 4 monstres de niveau 3, ça fait 12. Et ben dans ce cas-là, je pourrais peut-être tenter une configuration un peu différente. Par exemple, mettre un monstre de niveau 6 et 2 monstres de niveau 3 pour arriver à 12. Donc en fait, c'est hyper intuitif, mathématiquement. Mais ce qu'il faut bien se dire, c'est que, encore une fois, les jets de dés vont quand même être assez swingy, ils vont être assez aléatoires, et donc c'est pas du 100% calculé. Et ce que je vous inviterai à faire, honnêtement, je me permets de faire une petite pause, c'est à ne pas y réfléchir du tout. Moi, j'y réfléchis pas du tout. En fait, dans la campagne actuelle, les PJ, ils arrivent en face de bandits. Bah, ce que je fais, c'est je copie-colle le profil des bandits dans le bouquin et je le fous quelque part et puis c'est tout, quoi. Je le fous à côté de ma rencontre et je réfléchis pas du tout. Et la campagne, j'ai pas l'impression qu'elle déconne. Peut-être que dans 1, 2, 3 mois, je reviendrai en vous disant bon, j'ai quand même tiré des nouvelles leçons sur l'équilibrage, mais honnêtement, je n'y pense pas du tout. La seule mesure dans laquelle j'y pense, c'est juste que j'essaye de trouver des monstres forts, en fait. Genre le dragon. En fait, là, le seul moment où je pense à la difficulté, c'est pas pour savoir si c'est équilibré, c'est pour me dire j'ai envie qu'il y ait différentes difficultés dans la zone de départ, la région de départ. J'avais envie qu'il y ait des monstres très dangereux et des monstres pas très dangereux. Et donc je me suis dit justement, d'une certaine manière, je pense à la difficulté à ce moment-là, et ben je vais mettre, qu'est-ce qu'il y a qui est un peu nul? Ah, il y a des kobolds, il y a des bandits, ok, on va mettre ça. Et qu'est-ce qu'il y a de fort? Ah bah il y a un dragon, et je vais mettre un dragon. Et voilà, c'est le seul moment où j'ai pensé en termes de niveau. En fait, c'est assez naturel comme manière d'y penser, dans le sens où le dragon, a priori, tout le monde... par rapport à ce qu'on voit dans la fantasy, se dit ah, le dragon c'est quand même un truc costaud, donc c'est intuitif. Maintenant, je vais essayer de boucler avec quelques notes de ma part. Donc déjà, la simplicité, comme je le disais, des chiffres et des profils de monstres va vraiment, je pense, si vous avez envie de commencer à vous amuser à customiser et tout, rendre la tâche extrêmement facile. Vous voyez le profil des monstres, hein, j'ai pas à me poser la question de l'interaction entre les 16 capacités du monstre, etc. Là, honnêtement, je vois, bon, bah, le monstre, il tape à plus 2, mes joueurs, ils ont une classe d'armure de 12 en moyenne, bon, bah, il a une chance sur 2 de les toucher. Voilà, ça va très très vite à comprendre. Donc, je pense que la méthode la plus simple, c'est vraiment de s'inspirer des monstres existants et d'en faire des profils de monstres existants, d'en faire des semblables et des petits ajustements à droite à gauche. Et maintenant, un truc que j'ai envie de souligner, plus au niveau de la philosophie que moi je la vois, c'est que pour moi, la question de l'équilibrage se pose aussi beaucoup moins parce que comme c'est un jeu qui a moins de règles, c'est un jeu qui doit récompenser la créativité des joueurs et pas leur build. En fait, dans Donjons & Dragons, un autre truc qui fait que l'équilibrage c'est un point de crispation, c'est que si mes joueurs ils s'y connaissent pas du tout en build, peut-être ils vont faire des personnages sous-optimaux et en fait... et ben pour eux, le système d'équilibrage va fonctionner. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que les gens qui vont se plaindre du fait que le système d'équilibrage fonctionne pas du tout, souvent on voit qu'en fait c'est des gens dont les joueurs font des builds, en fait se concentrent à fond sur le build, et donc du coup créent des personnages ultra optis qui viennent casser, entre guillemets, l'équilibre du jeu. Et donc quand vous équilibrez un jeu, en fait la question à vous poser c'est est-ce que je l'équilibre pour que n'importe qui crée son perso comme il veut et ensuite ça lui propose des combats tendus mais remportables ou je sais pas quoi, ou alors est-ce que c'est un jeu qui est équilibré pour les gens qui font de l'optimisation et donc vous voyez là où je veux en venir. En fait l'expérience de jeu va pas du tout être la même en fait si vous faites du build hyper opti ou pas dans un jeu de rôle. Donc l'équilibrage voilà, je pense que c'est lié à la philosophie du jeu, qu'est-ce qu'on entend par équilibre. Et je pense que dans Shadow Dark, la question, c'est pas du tout l'équilibrage par le build, puisque vous ne décidez même pas de votre build. Vous tirez vos caractéristiques aléatoirement, et vous tirez vos talents aléatoirement. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, vous faites avec ce que vous avez, en gros, dans Shadow Dark. Et en fait, c'est vraiment vos décisions, là, par rapport à la fiction, qui vont déterminer, en fait, ce qui va se passer, et votre chance. Et quand vous n'avez pas envie de faire appel à la chance, parce que, voilà, vous dites, là, est-ce que j'ai vraiment envie de savoir si je vais me battre avec ce dragon et je vais devoir faire des 15+ à chaque fois pour le toucher, bah vous fuyez. Et c'est ça la décision peut-être la plus sage. Ou alors, en votre âme et conscience, vous dites « je pense que j'ai de la chance ». Et en plus, on a un plan. Et peut-être que vous allez réussir à négocier des petits trucs. Et donc en fait, le comportement induit, c'est celui de la créativité des joueurs et de leur choix. C'est pas celui de
faire des personnages optiques qui se combinent bien entre eux pour faire des combos avec les capacités qui sont sur nos feuilles de personnages. C'est de réfléchir à un instant T à qu'est-ce que je fais dans cette situation avec mon personnage et les quelques outils sommaires qui tiennent sur une feuille A4, même pas recto verso. Qu'est-ce qu'on fait là? Et donc, pour aller dans ce sens-là, quelques conseils que je pourrais vous donner, c'est de base, moi j'aurais tendance à être plutôt pour les joueurs dans une certaine mesure, c'est-à-dire récompenser les idées des joueurs. C'est-à-dire quand l'idée du joueur s'appuie sur quelque chose qui existe dans la fiction, par exemple j'ai décrit que le pont avait pas l'air solide, et qu'un de mes joueurs il dit j'essaie d'attirer le monstre vers le pont, eh ben ça doit être quelque chose de peut-être faisable. Avec un jet de dés peut-être, mais je vais pas l'interdire. Je vais pas tout de suite me dire ah non, si le monstre marche sur le pont va forcément s'effondrer et il sera mort, et en fait ce combat il était censé être trop épique et blablabla. Non, là je suis content, je me dis trop bien. Le joueur il a remarqué que j'avais décrit que le pont était comme as. Il utilise l'info, on va peut-être jeter les dés, parce que peut-être que le monstre il est pas débile, mais le jet il va pas être trop difficile, et on va voir s'il arrive à leurrer le monstre et l'attirer dans cette direction. Vous voyez, ça c'est ça, selon moi, une bonne pratique à avoir. C'est-à-dire que quand les joueurs en fait sont créatifs, peu importe que leur idée soit excellente ou moyenne, etc., récompenser la créativité. Parce que vous voulez, en fait, entre guillemets, renforcer ce comportement. Le mot est fort, mais il y a un peu de ça. Si à chaque fois que les joueurs essaient de faire un truc créatif, la difficulté pour le faire est hyper dure, ou alors vous dites non, c'est pas dans les règles, ça c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Ils vont arrêter de le faire. Et donc je pense que vous allez passer à côté des richesses du jeu. Il y a une limite à ça. Vous tranchez dans un premier temps, selon moi, par la fiction. C'est-à-dire que vous leur donnez des infos, vous leur laissez le temps de reconsidérer leur choix, mais la fiction prime. C'est-à-dire que si vous avez dit le pont est branlant et pas très solide, vous pouvez pas derrière dire ah non il est solide. Vous voyez ce que je veux dire? Une fois qu'il y a un truc qui est dans la scène, il est dans la scène. Donc ça vous permet de trancher en étant tout à fait neutre. C'est-à-dire que les trucs, ils étaient là, quoi. Et les joueurs, ils utilisent l'environnement qui est autour d'eux que vous leur avez décrit. Ensuite, parfois, vos joueurs, ils vont demander « Est-ce qu'il y a ça dans la pièce ?» Et là, encore une fois, je pense, dans un premier temps, vous tranchez par la fiction. Dans un premier temps, vous pouvez dire non, oui, en fonction de ce qui vous semble à vous logique, parce que c'est quand même vous qui avez pensé les lieux en amont, puisque votre principal rôle, c'est de créer plus ou moins un monde et de le dépeindre. Vous pouvez trancher sans être forcément une enflure, hein, parce qu'il y a un PJ qui dit est-ce qu'il y a une Gatling dans la pièce et que vous n'y avez pas pensé, que vous êtes obligé de dire ah oui, il y a une Gatling dans la pièce, très bonne idée. C'est pas ça qu'on entend par récompenser la créativité, vous voyez ce que je veux dire? Si ça ne fait aucun sens qu'il y ait une Gatling, si vous, dans votre tête de MJ, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Par contre, par moment, ce que je vous inviterais à faire, si moi j'aime bien faire ça, c'est quand vous avez un doute. En fait, vous avez envie de dire non parce que vous dites ah ce serait trop fort qu'il y ait ça, c'est trop facile si c'est comme ça. Par exemple, il y a un PJ, il vous dit « Est-ce que le plafond a l'air branlant, vu qu'on est dans des tunnels, est-ce que tu penses que je pourrais faire effondrer le plafond sur la créature ?» Moi, j'ai pas dit que le plafond, il était comme ça et tout, et j'ai l'impression que le joueur, entre guillemets, il vient chercher une solution hyper facile à cette situation, à faire émerger un truc qui serait hyper facile. Et donc, a priori, des fois, je vais être un peu en résistance et dire non, le tunnel est normal, je l'ai pas décrit comme étant fragile. Et en fait, à ce moment-là, je vous invite à vous poser la question de est-ce que un petit D6 pour trancher, ça pourrait être pas mal? Vous pourriez vous dire honnêtement, moi, j'ai pas du tout pensé ça comme ça. On va dire qu'il y a une chance sur 3 que le tunnel soit fragile. Est-ce que ça te va? Et le joueur il dit ouais, ok. En général, il va dire ouais, ok, parce qu'en fait, vous avez dit oui et vous avez juste pondéré. Et donc vous dites bah voilà, je jette un D6. Si je fais 1, 2, tu trouves vraiment un endroit fragile dans le tunnel que tu pourrais utiliser et essayer de faire effondrer sur le monstre. Si je fais 3, 4, 5, 6, ce sera pas le cas. Et puis il va dire ok. Et là, tout le monde va être suspendu à ce jet de dés. On va jeter le dé. Et là j'ai fait 1. Donc je fais 1, donc je fais ok. Tu vois effectivement qu'il y a un endroit où il y a une poutre un peu branlante et le tunnel pourrait s'effondrer. Qu'est-ce que tu fais? Et ça vous permet de répondre à des questions auxquelles vous n'aurez pas pensé en amont parce qu'on peut pas penser à tout. Et voilà, si vous partez du principe que vous restez franc avec la préparation et les éléments et que comme ça crée vraiment... les joueurs vont devoir jouer intelligemment avec ce qui est présent sur la scène, que en général vous êtes plutôt en faveur de leur créativité, quitte à ce qu'ils fassent émerger des petits trucs, mais que quand ça vous paraît abusé, vous tranchez avec un jet de dés, tout est possible. Et en fait, vous commencez à créer un cycle de jeu qui devient celui de pousser les joueurs à être créatifs, à utiliser leur environnement, etc., pour trouver des avantages. Et ça recoupe un peu avec ce qu'on disait pour le guerrier et le voleur, les deux classes que j'ai présentées pour le moment. Et vous verrez qu'on retrouvera sûrement des trucs pareils pour les classes suivantes. Donc voilà, moi je pense que c'est ça le comportement que le jeu essaye d'induire. Et j'avais prévu, j'ai pas suivi exactement l'ordre de mon plan, mais de rappeler, moi, un truc que je trouve important, en plus de prévenir des dangers, de montrer que le danger est là,
de laisser des portes de sortie et de fuite assez simples, mais on en a déjà parlé. J'ai quand même un exemple là. Il y a eu dans la campagne. Donc si vous suivez la Shadow March, vous l'aurez déjà vu dans tout son contexte. Mais pour moi, fuir doit être relativement simple. Ça doit être un choix qui, s'il doit avoir des conséquences pour la suite, ne doit pas être un choix sans conséquences du tout. Il doit avoir des conséquences narratives peut-être désastreuses. La lâcheté, le fait de ne pas faire face à tel ou tel danger, ça a des conséquences pour la suite de l'histoire en fait. Contre, quand je m'engage par exemple dans un donjon et que j'ai aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur de ce donjon, il doit forcément y avoir un moyen que je m'échappe, quoi. Si j'engage un combat avec un dragon, et qu'au milieu du combat, je me rends compte qu'il y a 2 de mes potes qui sont morts et qu'on n'est plus que 2 survivants, bah, je dois pouvoir fuir, ça doit rester une option. Le dragon va faire un carnage dans le reste de la région parce que je l'aurais pas neutralisé. On l'a laissé en vie, et peut-être même qu'on l'a énervé, alors qu'on aurait pu la jouer plus finement. Qu'on l'a énervé et que ça va augmenter les ravages dans la région. Ça a un impact sur le monde. Mais moi, je peux survivre, quoi. J'ai des choix. Et quand vous n'êtes pas sûr, voilà, d'être sur la même longueur d'onde que le joueur, vous pouvez lui dire, franco, et c'est un peu méta, mais lui dire, ok, si tu décides d'affronter le dragon maintenant, il va pas te lâcher et fuir sera difficile. Mais là, vous le dites à l'avance. Vous voyez, c'est ça la nuance, c'est que vous le télégraphez. C'est pas, ok, t'attaques le dragon, on joue le combat, le joueur se fait défoncer. Au bout d'un moment, il dit, est-ce que je peux fuir? Et je fais, non, le dragon est beaucoup plus rapide que toi, t'es mort. Il vaut mieux le dire au début du combat. Ok, tu veux attaquer ce dragon, sache qu'il va pas te lâcher. Si vous avez vraiment envie de durcir le jeu, donnez l'info, tout simplement. Donnez l'info. Vous voulez durcir le jeu, vous voulez quand on soit dans un combat, ce soit chaud, vous dites, si ce combat démarre, je vous préviens, le dragon, il va pas vous lâcher, donc qu'est-ce que vous faites? Vous voyez? C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que ça va vous aider. Et tout ça, c'est pas des conseils que je sors de mon derche. Je pense que le fait que le jeu non seulement soit très aléatoire, mais en plus vous invite potentiellement, c'est une manière de jouer à Shadow Dark, de jouer avec plein de tables aléatoires pour tout, rencontres aléatoires, tout. Le fait que le jeu soit hyper aléatoire, c'est pas moi qui l'ai inventé, et le fait qu'il faille télégrapher, etc., c'est des trucs qu'on retrouve, des conseils qu'on retrouve dans plein de jeux old school, et qu'on retrouve dans le bouquin. J'aurais pu continuer encore un petit peu, parce qu'il y a d'autres facteurs d'aléatoire, comme par exemple le fait que dans le jeu, vous pouviez faire des jets de réaction, pour faire en sorte que quand on entre dans une pièce, les monstres attaquent pas forcément, ils peuvent être surpris, curieux, etc. Vous pouvez le laisser à l'aléa, ça aussi. Et ça fait que vous avez plus besoin d'équilibrer, en fait, le jeu s'équilibre par le hasard. Des fois, vous allez tomber sur le dragon méga vénère, mais en fait, vous pourriez bien tomber sur le dragon qui est de bonne humeur aujourd'hui. Et ça, c'est aussi une chose que vous avez en moins à arbitrer. Vous pouvez, en vous mettant d'accord avec les joueurs, vous dire, voilà, moi, je vais pas arbitrer le comportement des monstres quand vous allez arriver. Vous pouvez même tirer aléatoirement dans le jeu qu'est-ce qui est en train de faire le monstre quand on arrive. Est-ce qu'il est en train de faire la cuisine, de dormir, de quoi que ce soit. Et tout ça, en fait, c'est pas des trucs par les chiffres. C'est aussi ça qui est important de retenir, et je finirai là-dessus. L'équilibrage ne se fait pas que par les chiffres. Le fait que quand on entre dans une pièce, le dragon nous attaque immédiatement, ou quand on entre dans une pièce, le dragon soit disposé à parler, ça change toute la scène, tout l'équilibrage du jeu, si vous voulez mon avis. Donc il y a trop de facteurs si vous commencez à dépeindre un monde et plus à créer des rencontres spécifiquement faites pour qu'elles se passent de telle manière, etc. À partir du moment où vous considérez que vos joueurs ils peuvent aller partout dans le monde et que vous les suivez, en fait, vous ne pouvez plus tout prévoir, et donc l'équilibrage prend beaucoup moins de sens. Ce qu'il va falloir que vous allez devoir remplacer l'équilibrage par de la transparence et par l'acceptation des choix que font les joueurs. Essayez de ne plus guider la partie. Créez le monde, ne guidez pas les joueurs. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a répondu à vos interrogations, et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous êtes déçu, que vous dites « Ah, c'est pas un jeu pour moi », j'aurais essayé de vous convaincre à travers toutes les vidéos que je fais en ce moment, mais à un moment donné, tout le monde ne peut pas aimer tous les types de jeux. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis on se retrouve prochainement pour de futures vidéos. Ciao, bye bye. Wouhou.